Mercredi 10 janvier, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première de l'année 2024 de l'Actu en débat. Vous allez le remarquer, nouvelle année, nouveau créneau horaire, nous avons changé, ce n'est plus les lundis maintenant, mais votre émission vous sera proposée désormais chaque mercredi à partir de 19h15. Donc merci de noter cette nouvelle programmation. Ce soir, nous allons parler de deux sujets principaux. D'abord, le parti Sadi, dont l'audience a été renvoyée à février prochain, l'audience portant sur la dissolution du parti. Ensuite, nous allons évoquer Mali-Algérie, cette brouille diplomatique qui a un peu animé l'actualité vers la fin de l'année 2023. Avec moi sur ce plateau pour évoquer ces deux grands thèmes, Massire Diop du quotidien L'Indépendant. Bonsoir, M. Diop. Bonsoir, M. Haïdara. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Et Laya Diarra du Soir de Bamako. Bonsoir, M. Diarra. Bonsoir, M. Haïdara. Merci également d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Tout d'abord, mes voeux les meilleurs pour vous deux, ainsi que votre famille, toute votre rédaction en cette année 2024. Nous allons donc directement entrer dans le vif du sujet. Je le disais, le parti Sadi a été assigné en justice en vue de la dissolution éventuelle. C'était le 8 janvier dernier, mais finalement, ça a été reporté au 12 février. D'abord, M. Diop, quelle est votre analyse déjà du fait que l'État assigne un parti en vue de sa dissolution, un parti important? En fait, ça intervient dans un contexte assez particulier. Vous savez, il y a eu auparavant le PSDA, ensuite il y a eu l'Observatoire. Bon, je dirais que tout ceci pourrait un peu fragiliser notre image, surtout à l'endroit de l'extérieur. Parce que, vous savez, un pays en transition, nous avons besoin de l'accompagnement des partenaires, surtout parce qu'il y a beaucoup de défis à relever. Donc, je me demande si, par exemple, de telles décisions ne vont pas un peu ternir l'image. C'est la question que je me pose. Mais je me dis aussi que c'est la justice. Elle a peut-être ces raisons que nous ne maîtrisons pas totalement et que c'est difficile de se prononcer là-dessus dans le fond. Mais quand même dans la forme, je pense que s'il y a peut-être un moyen, un mécanisme par lequel on peut éviter cette décision pour voir vraiment ce qui ne va pas et appeler, parce que j'imagine que dans les mesures de sanctions et tout ça contre les partis, c'est par étapes, c'est par paliers. Je me dis, est-ce que tous ces paliers ont été franchis pour arriver vraiment à cette décision extrême qui consacre la dissolution du parti? Pour moi, peut-être qu'il valait mieux peut-être approfondir le dialogue, voir comment un peu, parce que nous sommes dans un contexte où on a besoin de tout le monde. Donc l'exclusion ne renforce pas le cadre pour vraiment réussir comme il faut ce passage. Alors, dans le fond, on ne sait pas encore ce qui est reproché officiellement au parti Sadi. C'est l'État qui l'a assigné en justice. Il devrait y avoir des débats contradictoires. Mais on peut aisément penser que c'est à cause des récentes sorties du président du parti, le docteur Oumar Mariko, qui se révèle très critique à l'égard des autorités de la transition. Donc, est-ce que vous êtes aussi du même avis, M. Diarra? Bon, merci, M. Haïdara. Et sur la question, vous savez, le cas du parti Sadi, ce n'est pas une première. Il a tout de suite évoqué le cas du PSDA et de l'Observatoire. Mais avant, il y a eu le cas du parti de Agnès Camara. Vous vous rappelez du leader politique qui était parti en 2020 en Côte d'Ivoire pour faire une déclaration et dire qu'il est le président de la transition, chef de l'État. Je crois que le ministère de l'administration territoriale, quand même, a saisi, à travers le contentieux de l'État, les juridictions, c'était le tribunal de la communion, pour demander la dissolution du parti. Et le parti est dissous. Après, il y a eu le cas de l'Observatoire. L'Observatoire, c'est quand même un observatoire, pas un parti politique. Il y a eu le cas du PSDA, avant l'Observatoire. Le cas là, du parti... Sent qu'on monte, là. On monte. Mais maintenant, il a dit, ça dit, la dissolution, ça c'est quand même la solution extrême. Puisqu'il y a des piliers, comme il l'a dit. Il l'a dit, il y a des paliers, comme il l'a dit. Puisque quand on se réfère à la charte de parti,
à l'article 18, je crois, à l'article 18, non, à l'article 46, 47, 48 de la loi du 18 août 2005, de la charte des partis. Je crois qu'il y a des paliers. Il y a l'avertissement, la suspension et la dissolution. Et on demande tout de suite la dissolution d'un parti politique. Et je crois que, comme vous l'avez dit, l'audience qui était prévue avant-hier a été renvoyée jusqu'au 12 prochain. On attend de voir. Mais ce qui est sûr, c'est à la demande des avocats, des conseillers du parti, qui a été représenté par... Ils étaient 4. Ils ont demandé le renvoi pour le débat de fond. Et je crois que le 12 février, on va suivre. Alors, on va suivre le 12 février, mais est-ce que ce n'est pas aussi la problématique, une des problématiques chez nous au Mali, le fait que les partis soient très facilement identifiables à celui qui a fondé le parti, qui est le président du parti, aux prises de position de ce dernier finalement, qui sont en train de porter, entre guillemets, préjudice au parti ou qui vaut au parti. À ce niveau, c'est ce qui inquiète. Hein, c'est ce qui inquiète. Puisque je me rappelle, s'agissant du parti Sadi, quand le leader, le président Oumar en exil, a fait les déclarations, et tout de suite le parti a réagi à travers un communiqué pour dire qu'il ne se reconnaît pas dans les déclarations du président. Et je me rappelle, ce sont des amis, je les ai attaqués même, je les ai interpellés pour dire que vous avez peur. Ils disent non, c'est une décision responsable. À quel moment ils ont fait ce communiqué? Parce qu'après Kidal, on a vu... Non, pas juste après. Juste après, ils ont fait un communiqué. Je vous rappelle que le parti a fait un communiqué pour se désolidariser, en tout cas, des propos de Oumar. Je me rappelle très bien. Donc, maintenant, quand c'est le leader du parti qui est identifié au parti, moi je crois qu'il y a problème. Parce qu'un parti, c'est une entité qui est dotée d'une personnalité juridique. On peut poursuivre Oumar. Mais le parti, ce n'est pas pour Oumar. Le parti, ce sont des cadres, des militants. Bon, maintenant, et la décision ne peut être fondée que sur la base de la charte. Maintenant, on va examiner la charte. Comme c'est posé devant les juridictions, je crois que les dispositions sont claires. Argument contre argument, les avocats, la défense vont essayer de battre en place les arguments qui vont être développés par les contentieux. Et c'est le juge qui va trancher. Est-ce que vous êtes du même avis, M. Diop? Oui, bon, du même avis par rapport à ce qu'il a dit, notamment au niveau de Dr Oumar Mariko, de ses prises d'opposition qui portent préjudice au parti. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, c'est-à-dire de dissocier le président du parti. Le parti, ce n'est pas une sorte de propriété privée. Il faut qu'on arrive à aller vers des alternances même au niveau du parti. Parce que, imaginez-vous, un parti normalement se constitue pour quoi? Pour la conquête du pouvoir. Et si déjà dans le parti on n'applique pas des pratiques, c'est-à-dire la pratique démocratique n'est pas ancrée, c'est difficile de voir une fois ce parti par exemple arriver au pouvoir faire... c'est-à-dire s'adonner à de telles pratiques. Est-ce que vous voyez? Pour ne pas me répéter. Mais en tout état de cause, moi je pense que si par exemple c'était le président du parti à qui on reprochait des choses, je pense que l'État ou la justice a les outils nécessaires pour pouvoir le poursuivre, pour qu'il réponde de ses propos, pour qu'il réponde de ses actes. Mais de là, par exemple, à jeter en pâture, par exemple, tout le parti, je me dis qu'il y a un pas qui est difficilement franchissable. Il faudrait qu'on arrive vraiment à nous dire que le président, c'est pas le parti, c'est à son nom propre. D'ailleurs, même, je crois que en signant cette déclaration, il ne disait pas qu'il parlait au nom du parti. Si je ne me trompe, je ne sais pas comme. Et sûrement, Laya doit suivre cette action. Comme vous l'avez dit, le président... Oui, c'est vrai, c'est difficile, mais il faut quand même arriver à cela. Parce que je pense que quand il parle, le parti, il y a des communiqués, c'est-à-dire il y a des canaux de communication par lesquels il passe pour donner ses messages. Et si ces canaux ne sont pas, par exemple, utilisés,
de là, je pense que c'est clair qu'il a parlé à son nom propre et pas au nom du parti. Et comme il l'a si bien dit, le parti déjà a fait un communiqué pour se dissocier. Là, donc c'est très clair, c'est lui qui est le responsable, donc il faut le prendre comme un citoyen comme les autres. Est-ce que vous voyez? Je pense un peu que c'est comme ça que ça doit fonctionner. N'a pas encore été prononcée, mais si jamais c'était le cas, est-ce qu'on peut dire que ce serait un message envoyé aux autres formations politiques aussi, à qui toute critique serait désormais interdite? Mais ce n'est pas étonnant, parce que quand on prend le cas du PSDA, ce n'était pas un communiqué, c'est plutôt des déclarations du président du parti. Et le cas de Ania aussi, c'était pareil. Il allait en Côte d'Ivoire, il a fait une déclaration, mais il est quand même le président de son parti. Pour ce qui concerne le parti Sadi, il dit que comme il y a eu jurisprudence en la matière, ça ne va pas étonner. Mais on prie qu'on n'en arrive pas là, c'est-à-dire à la dissolution du parti. Et moi, je crois on doit faire une interprétation seulement des dispositions de la charte. L'article 40, on prend, je l'avais dit, l'article 46, 47 et 48 sont explicites, n'est-ce pas, sur la question. Maintenant, chacun interprète. Maintenant, les plaignants, c'est-à-dire le contentieux, va dire que c'est une disposition, c'est une interprétation des dispositions de la charte qui fait que le parti peut être dissous. Mais, il a dit, il faut chercher à dissocier le président du parti qui fait des déclarations et des déclarations qui émanent du parti, qui peuvent être signées par le secrétaire général ou le président du parti. Ça dit, c'est difficile à cerner, mais je crois que tout doit être tranché sur la base des dispositions de la charte. Alors, juste une dernière question pour finir sur ce sujet. Est-ce que si jamais encore la dissolution du parti était prononcée, quelles pourraient être les conséquences? Est-ce que vous estimez que les autres formations politiques pourraient se mettre ensemble pour essayer de cheminer et de mener bataille, ou est-ce que ça pourrait les refroidir? Ça va m'étonner. Parce que nos politiques, là, souvent, tu connais le comportement des acteurs politiques. Les gens, ils vont au gré de leurs intérêts. Et depuis que la décision, quand même, disons, l'action a été initiée, on n'a pas entendu de déclaration, en tout cas venant des partis politiques, pour un quelconque soutien. On observe parce que les gens ont peur. Et si on venait à dissoudre le parti, on va se dire que bon, il y a eu des cas précédents. Maintenant, c'est une bataille juridique. Est-ce que le parti a aussi des voies de recours? Il va user de toutes les voies qui s'offrent à lui pour essayer d'être rétabli dans ce droit, pour que cette dissolution ne soit. Au cas où on n'arrive pas, moi je crois que c'est un message à l'endroit des autres partis politiques qui peuvent être concernés par l'expérience malheureuse que le parti Sadi connaît. Justement, est-ce que ce ne serait pas le danger pour ces partis-là de garder le silence maintenant? Bon, est-ce qu'ils gardent le silence? Parce que je crois que quelques-uns ont commencé quand même à sortir du silence. Vous avez eu par exemple les déclarations de Moussa Mara. Je crois que d'autres, de plus en plus, les gens commencent à parler. Et c'est ce qu'il faut vraiment éviter. Parce que je pense que l'intérêt général doit être préservé. Et pour préserver l'intérêt général, il faut vraiment que une discussion soit entamée avec tout le monde. C'est-à-dire, il y a même, au-delà même de la charte des partis politiques et tout, il y a des cadres qui réunissent quand même l'administration et les partis politiques. Je pense que là, ce sont des occasions qu'il faut exploiter. C'est des canaux qu'il faut exploiter pour pouvoir un peu apaiser la situation. Parce que rien ne sert à enchaîner les tensions avec les politiques, diplomatiques, sécuritaires, économiques. Ça ne sert à rien d'enchaîner. Parce que tout cela, c'est tout simplement pour mettre le pays en retard. Moi, je pense qu'il faut vraiment discuter, il faut dialoguer, il faut essayer de privilégier le consensus, l'entente, la cohésion. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on pourrait, par exemple, aller vers une transition apaisée et réussie. Alors, très bien, on va passer au deuxième thème. Mais sur la question, je voudrais juste réagir sur cette question, répondre sur cette question. Je dis
comme on l'a dit, la charte est claire. On prend la disposition de l'article 46 qui demande, c'est l'avertissement. Ça, c'est le ministère de l'administration territoriale même qui peut le faire en notifiant, en motivant. Et si le ministère estime que le parti doit être suspendu, je crois que le ministère peut saisir les juridictions compétentes pour demander la suspension du parti. Et là, c'est les conséquences juridiques qui en découlent. Les gens le savent, avant d'arriver à la dissolution. Oui. La dissolution, c'est la solution extrême, et c'est la dernière solution. Très bien, on va passer rapidement au deuxième thème de la soirée. Finalement, la tempête diplomatique qui était annoncée entre le Mali et l'Algérie, selon les derniers développements, s'avère être une bourrasque. En tout cas, si on s'en tient, comme je le dis, au dernier développement. Rappelez, à Alger, le 22 décembre dernier, l'ambassadeur d'Algérie en poste ici au Mali a repris ses fonctions le vendredi 5 janvier 2024. Une première question pour vous, M. Massiré Diop. Est-ce que cette reprise met fin à ce qu'on a appelé brouille diplomatique entre les deux voisins? C'est difficile, mais en tout cas, je pense que c'est un premier pas qui est déjà franchi. Et c'est déjà bien, c'est déjà positif. Parce que, vous savez, l'Algérie et le Mali ne peuvent pas se permettre ce luxe de ne pas s'adresser la parole ou de faire en sorte que la tension diplomatique perdure. Parce qu'on sait tous ceux qui ont à perdre dans ce genre de situation. Dans tous les cas, vous verrez des faucons et des colombes. Et moi, à mon avis, il faudrait surtout privilégier l'écoute des colombes. Parce que ça ne sert à rien de se bander les mains, surtout que nous sommes dans un contexte aujourd'hui où vraiment ça n'en vaut pas la peine. Il y a déjà assez de situations à gérer et pour augmenter encore cette tension, je pense que vraiment ce n'était pas nécessaire. Si jamais les deux pays l'ont compris, tant mieux, et c'est très bien. D'ailleurs, vous savez, depuis le début, moi j'étais parmi ceux qui pensaient que la diplomatie devrait jouer un rôle au-delà des discours, voilà, au-delà de bander les mains. Parce que quand on parle de diplomatie, vraiment, c'est l'art de tout régler en coulisses. Et que les gens, bon, dans tous les cas, il y a des tensions. C'est normal. Mais il faut, je crois, aller au-delà, surtout qu'il y a des priorités. Il y a des priorités sur lesquelles on ne peut pas aujourd'hui nous détourner de l'attention pour autre chose. C'est bien que ce pas soit franchi. Maintenant, certainement, il y a d'autres défis à relever et espérons que, au fur et à mesure que le dialogue va s'installer et que la confiance va être rétablie, on parviendra à surmonter un peu tous ces défis. Est-ce que vous êtes du même avis, M. Laya Diarra? Est-ce que ce n'était pas nécessaire ou est-ce que, comme beaucoup de gens l'estiment, le Mali devait montrer quelque chose, du moins à l'Algérie? Bon, c'est vrai, je partage quand même son analyse du fait que vraiment on soit quand même arrivé à une situation de baisse de tension et de reprise normale des relations. Parce que l'Algérie et le Mali, ce sont des relations multiformes et multiséculaires. Beaucoup de choses qui nous lient. Mais l'attitude de l'Algérie qui justifie la réaction des autorités maliennes, moi je crois que, à juste raison, parce que dans les relations diplomatiques aussi, il faut que les pays se respectent. Et le Mali, les autorités maliennes n'ont fait que ce geste, demander à ce que l'Algérie nous respecte. C'est vrai, l'Algérie, quand même, est le chef de file de la médiation internationale, c'est elle qui préside le comité de suivi qui, quand même, est confronté à des difficultés parce que le dialogue est quasiment rompu. Et moi, je suis entièrement d'accord avec la décision des autorités maliennes qui ont rappelé l'ambassadeur, qui ont convoqué l'ambassadeur pour quand même déplorer, sinon dénoncer les actes inamicaux. Je souscris quand même à la décision du ministère des Affaires étrangères, du gouvernement à travers le ministère des Affaires étrangères. Bon, vous avez vu la suite, vous pouvez le dire, réciprocité. L'ambassadeur du Mali aussi a été convoqué.
Et voilà, immédiatement, ils ont rappelé leur ambassadeur. Le Mali aussi a profité pour faire la réciprocité et rappeler son ambassadeur. Mais je crois qu'avec le temps, ils ont compris. Et je crois que chacun est-ce que est cet retourné dans son pays épisode... C'est malheureux, hein, c'est malheureux, mais je crois que ça fait partie aussi de la diplomatie, quoi. Oui. Ça fait partie aussi des relations. Même entre les relations humaines, est-ce que ça va laisser des traces entre les deux pays? Oui. Je pense que, vous savez, toujours la raison doit être privilégiée. Je me rappelle d'un cas. Par exemple, il y a eu des bruits diplomatiques entre l'Algérie, la France, l'Espagne, le Portugal. Directement, l'Algérie a rappelé tous ses ambassadeurs dans ces pays. Mais ces pays n'ont pas appliqué de mesures de réciprocité. Et quelques temps après, vous avez vu, les relations ont repris leur cours normal et ainsi de suite. Des choses comme ça, c'est vrai qu'on peut espérer que ça puisse, avec le retour de l'ambassadeur qui regagne son poste, on peut espérer que ça puisse mettre fin au contentieux, à cette querelle. Mais vous savez, très souvent, ça laisse toujours des traces. Et entre voisins, la sincérité, c'est une règle d'or. Est-ce que vous voyez? C'est une règle d'or. Il ne faudrait pas qu'un pays, par exemple, garde un peu et essaie d'être rancunier, voire par d'autres moyens par lesquels il faut sanctionner, ou il faut se venger, ou il faut des représailles, ainsi de suite. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas nous permettre ce luxe-là. Vous avez vu les terroristes, comment ils parviennent à s'entendre et opérer dans tous nos pays. Et nous, pourquoi nous aussi, nous ne parvenons pas à nous entendre également pour faire ce front-là? Je suis sûr que ce n'est dans l'intérêt de ni le Mali, ni l'Algérie que l'un ou l'autre des pays soit déstabilisé. Ce sont des frontières très... Vous savez, nos frontières, comment elles sont? Elles sont des frontières artificielles. Est-ce que vous voyez? Donc certainement, il y a même un pan de ces pays qui entre dans l'autre, ainsi de suite. Mais tout ça, c'est par le dialogue, c'est par la concertation, c'est par les échanges qu'on peut arriver à les Justement, surmonter. en évoquant le dialogue, le président de la transition, dans son discours à la nation, a parlé de dialogue intermalien maintenant pour le processus de paix. Est-ce que, de facto, ça ne met pas de côté l'Algérie et l'accord pour la paix? Bon, vous savez, dans ce genre de cas, pour l'accord pour la paix, c'est difficile. C'est difficile parce que moi, je tiens quand même à dire que tant que les autorités n'ont pas dit clairement qu'elles dénonçaient cet accord, comme elles ont dénoncé les accords de défense avec la France et ainsi de suite, il faut quand même pas trop tirer sur la ficelle, parce qu'on peut être surpris. Même, comment dirais-je, l'appropriation du processus de paix. Mais tant mieux. Mais d'ailleurs, c'est ce qui est recherché. Est-ce que le but de cet accord, c'est que d'ici la fin des temps, que la communauté internationale, l'Algérie et autres continuent de présider ces commissions? Mais justement, c'est là aussi il peut y avoir, en termes de mots, la difficulté, puisque le président n'a pas parlé d'accord dans son discours, mais a parlé de processus de paix. Donc certains estiment aussi que c'est un nouveau processus qui est en train d'être relancé, enclenché. Non, sincèrement parlant, je ne pense pas, parce que les objectifs ne sont pas les mêmes. Les objectifs ne sont pas les mêmes. L'autre, l'accord, c'était principalement pour un problème de rébellion. Et là, dans le dialogue qui a été proposé, je n'ai pas entendu parler de ce cas. J'ai surtout entendu parler de conflits inter- et intracommunautaires. J'ai aussi entendu parler le fait d'aller vers une cohésion nationale, d'aller vers... Je n'ai pas entendu à aucun moment où on parle de problème de rébellion. Alors ça, c'est un problème à part et on sait qu'il n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis 1963, pratiquement, on a connu beaucoup de rébellions. Donc si ce domaine n'est pas explicitement cité, je pense qu'il ne faut pas essayer aussi de trop charger ce dialogue. Peut-être que ça peut être en relation avec ce que les Maliens ont proposé à travers les dénis, à travers la conférence d'entente nationale et même à travers les assises nationales.
où certains ont clairement dit qu'il fallait ouvrir le dialogue avec, avec les terroristes qui sont maliens comme Iyad et Amadou Koufa. Ça peut être en relation avec ça. Ça peut être en relation d'aller vers également les problèmes communautaires dont on dit que ça existe un peu dans, par exemple, le centre du pays. Ça peut aller vers ce sens-là, mais pas nécessairement la rébellion. Très bien. Monsieur Diarra. Bon, sur la question, avant d'en arriver là, je voudrais juste signaler quelque chose. Et ce qui est à la base de la brouille diplomatique, c'est comme l'impression que le Mali... Certains pensent que le Mali a commis... a fauté, quoi. En quoi... Rapidement, il nous reste une minute pour boucler. En quoi le geste du Mali est déplorable? Je crois que c'est tout à fait normal. Dans les relations diplomatiques, quand un pays, vous pensez qu'un pays pose un acte qui n'est pas amical, c'est tout à fait normal que vous convoquez l'ambassadeur, demandez des explications et protestez. Le Mali n'a fait que ça. Mais par rapport au dialogue intermalien dont a parlé le président lors de sa présentation de vœux, moi je crois qu'il l'a dit, ce n'est pas qu'on va mettre l'accord dans le frigo, c'est-à-dire déchirer, jeter à la poubelle l'accord. Je crois que jusqu'ici, de façon officielle, le Mali n'a pas dit qu'il n'est pas pour l'accord. C'est vrai, des gens, des membres de l'organe législatif, des conseillers spéciaux, le président Sou à la primature, sont en train d'appeler les Maliens quand même à dire non, on ne veut pas de l'accord, il faut déchirer l'accord et aller à ce dialogue. Comme il a dit, le dialogue intermalien n'a rien à voir avec l'accord ici. Le dialogue intermalien, ça veut dire que c'est un cadre qui va s'organiser sans le parrainage extérieur. L'accord a eu un parrain qui est l'Algérie. Le dialogue intermalien, c'est entre les Maliens. On va s'asseoir discuter de problèmes internes sans l'influence de l'extérieur. C'est la différence. Bon, maintenant, je crois que si c'est pour remplacer le cadre, disons l'accord, l'APR, je crois que le mois viendra où on va se lever pour dire tout simplement qu'on ne veut pas de l'accord. Et là, parce que l'accord a été signé sous quand même les auspices de la communauté internationale. Maintenant, pour le dialogue intermalien, ça ne va pas être le cas. Pensez que cet appel du message était un message pour dire que l'accord là, va être jeté à la poubelle. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit le cas. Très bien, M. Diarra. On va suivre tout ça. Merci à vous, M. Massiré Diop, du quotidien L'Indépendant, d'avoir une nouvelle fois répondu à notre invitation. Merci à vous, M. Laya Diarra, également d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Je rappelle une nouvelle fois que votre émission L'Actu en débat sera désormais diffusée chaque mercredi à 19h15. Nous avons changé de créneau horaire, ce n'est plus le lundi, désormais les mercredis à partir de 19h15. Donc on se dit donc à mercredi prochain. Inch'Allah, bonne soirée, prenez soin de vous.